Salut les amis. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo différente de ce que je vous propose habituellement. L'idée, c'est de vous montrer quelques sites qui m'intéressent et que je suis régulièrement pour m'informer sur le Covid-19 et son évolution. J'ai pas tellement l'habitude de m'informer sur les sites classiques avec des biais d'interprétation que je n'aime pas du tout. Par exemple, comme cette fameuse tendance à parler du nombre de cas journaliers. Ça m'a toujours gêné en fait, qu'on me dise un jour, tiens, il y a eu 15 000 cas, 20 000 cas, là il y a eu 25 000 cas, c'est 10 000 cas de plus qu'il y a 2 jours, et à chaque fois c'est jamais mis en perspective. Non seulement on a de la donnée macro, donc c'est-à-dire qu'on est vraiment concentré sur une toute petite échelle de temps, mais en plus on ne rapporte pas cette information au nombre de tests qui ont été effectués ces mêmes journées. Donc dès le début, cette façon d'aborder le problème m'a choqué. Et j'ai fait des recherches et je suis très vite tombé sur un site qui s'appelle Geode. Le voici. Donc là, on est sur un site, donc son URL c'est Geode au pluriel, geodes.santépubliquefrance.fr, et c'est un site qui va vous présenter énormément d'indicateurs. Donc vous cliquez sur indicateur, carte, données et graphiques, voilà, et ici, voilà, normalement quand vous arrivez, vous avez une présentation comme ceci, et là j'ai déjà une recherche qui a été faite, je vais le remettre à 0, voilà, vous arrivez sur cette page là. Donc vous avez une recherche alphabétique, donc c'est ce qui vous permet de rechercher par maladie, et donc nous on s'intéresse au Covid, donc on va cliquer sur C, et la première proposition c'est Covid-19. Je clique dessus, et là on va retrouver tout un ensemble de collections présentant des indicateurs liés au Covid-19. Donc moi, personnellement, je m'intéresse le plus, j'utilise deux collections, les données hospitalières et les données de laboratoire. Dans les données de laboratoire, je vais retrouver tout ce qui est relatif au test PCR, donc le nombre de personnes testées quotidiennement, et le nombre de cas positifs décelés quotidiennement. C'est les deux indicateurs que je regarde. Côté données hospitalières, là, je vais plus observer les entrées avec des malades Covid-19, les entrées en service de réanimation Covid-19 et le nombre de décès Covid-19. Donc voilà. Bon, après, il y a plein d'autres choses, mais je vous laisserai fouiller. Je vous donne juste un exemple. Imaginons, par exemple, là, je vais sur données hospitalières. Là, j'ai tout un ensemble d'indicateurs. Je regarde les premiers. Nombre de personnes actuellement hospitalisées par sexe. Donc là, vous avez la quantité de lits occupés par sexe, donc vous avez la possibilité de prendre hommes et femmes, donc tout le monde, soit que les hommes, soit que les femmes, et en gros ça va vous donner le nombre de personnes hospitalisées dans toute la France. Si je regarde plutôt des données quotidiennes, donc voilà, nombre quotidien de nouvelles personnes hospitalisées. Donc là c'est toujours lié au Covid, Je clique dessus, voilà, et donc là j'arrive sur une carte de France, et si je clique sur le bouton synthèse, hop. Alors attendez, je ne suis pas du tout où je voudrais être, c'est bizarre. Nombre quotidien de nouvelles personnes. Pourquoi? Ah voilà, excusez-moi. Non, c'est bizarre, il ne m'a pas affiché le bon graphique du premier coup. Là, j'ai vraiment le graphique du nombre de personnes qui sont hospitalisées chaque jour. Donc là, on va voir le nombre d'entrées journalières. Je vais maintenant vous présenter, donc là c'était juste pour vous montrer comment utiliser ce site. Maintenant, je vais vous montrer quelques indicateurs que j'ai préparés sur quelques onglets. Donc, on va revenir sur des données de laboratoire. Donc, le premier que j'ai pris, c'est le nombre de patients testés quotidien. Donc là, tout âge confondu. Là, je clique sur le bouton synthèse, hop, échelle graphique. Donc ici, vous voyez, ça c'était pendant cette courbe qu'on voit là, c'était pendant la deuxième vague. Et le gros pic que vous voyez énorme avec énormément de tests qui ont été effectués en fin d'année vers la mi-décembre, c'est tout simplement tous les gens qui sont allés se faire tester avant de retrouver leur famille aux fêtes de fin d'année parce qu'ils voulaient protéger les personnes dites fragiles. Donc voilà, donc ça explique ce gros pic de tests énorme. Pareil, ici vous avez un deuxième indicateur qui est le nombre de patients positifs, donc tous ceux qui ont été testés positifs au test PCR. Je reviens sur le graphique, là vous avez pareil, la grosse montée qui correspond à la deuxième vague, et ici une montée progressive de nombre de positifs
Mais encore une fois, si on regarde ces informations sans les mettre en regard au nombre de personnes testées, on n'a que la moitié de l'information et on ne peut pas l'interpréter. Donc, alors attendez un petit instant. Voilà, donc je disais, ici nous avons une grosse vague et on a des indicateurs qui, ensemble, en fait, si on prend ces deux indicateurs, donc le nombre de personnes testées et le nombre de cas positifs, grâce à ça, on va pouvoir créer un troisième indicateur qui est le taux de positivité. Donc le taux de positivité, c'est le nombre de personnes, le pourcentage de nombre de personnes positives par rapport au nombre de personnes testées quotidiennement. Ils proposent aussi sur leur site de récupérer cet indicateur. Donc ça donne ça. Si je clique sur synthèse, j'ai le graphique. Voilà, là j'ai la grosse bosse qui correspond donc à la deuxième vague. Et ce creux qu'on a là, le creux qu'on a à la mi-décembre, c'est tout simplement c'est tout simplement lié au nombre de personnes qui ont été testées à cette même période. Comme il y a énormément de personnes saines qui sont allées se tester juste avant de retrouver leur famille aux fêtes de fin d'année, on a forcément un taux qui a artificiellement baissé pendant cette période, d'où ce creux. Donc voilà, vous voyez, rien que là déjà, vous avez un regard du mois de mai 2020 jusqu'à aujourd'hui, et ça vous permet déjà d'avoir un peu plus de recul sur ce qui se passe et où est-ce que l'on en est actuellement. Si nous n'avons pas la première vague, c'est pour une seule et unique raison, c'est qu'à cette période, il n'y avait pas de test PCR. Les tests PCR sont arrivés après la fin du premier confinement. Maintenant, on va commencer à regarder des données hospitalières. Hop, donc voilà, donc le nombre quotidien de personnes hospitalisées avec diagnostic Covid. Donc voilà, donc après, encore une fois, c'est lié au diagnostic du test PCR avec une fiabilité qui n'est pas de 100%, c'est reconnu par tout le monde. Donc là, je regarde le graphique, hop, et vous voyez, quand vous regardez ces graphiques, donc première vague, deuxième vague, et vous voyez ces creux là, ces creux énormes. En fait, je me suis renseigné, j'ai même envoyé un mail à Géode pour savoir de quoi il s'agissait, mais j'avais déjà repéré en fait que ça correspondait à tous les week-ends en réalité. Donc tous les week-ends, il y a moins de données qui sont remontées, et en début de semaine, on a des chiffres qui sont toujours impressionnants. Et j'ai posé la question, et en fait, donc j'ai posé la question à une personne dans un hôpital responsable de ces remontées d'informations, mais aussi à Géode, qui eux les collectent, et du coup créent ces datas et ces graphiques. De côté hôpitaux, dans leur logiciel, tout est daté. Parce que même s'il y a moins de remontées de données en week-end, il n'y a rien qui justifie qu'on n'ait pas, en fait, je sais pas moi, c'est pas parce que je remonte des données le lundi que je peux pas dire que les décès correspondent au samedi ou au dimanche qui viennent de passer. Enfin, je veux dire, on peut mettre des dates en face d'un rapport. Donc, il y a un moment donné où l'information se perd. Et apparemment, c'est pas dans l'hôpital, c'est dans le logiciel qui permet de remonter les données à Santé publique France. Donc, on n'a pas des données qui sont lissées. C'est aussi la raison pour laquelle, quand on crée des graphiques, bon là c'est de la donnée brute, et les graphiques donc sont en dents de scie, mais pour effacer ce côté dents de scie qui nous empêche une lecture claire de ce graphique, l'idée c'est que chaque jour, on prend les 7 derniers jours et on crée une moyenne. Et du coup, on va faire ce qu'on appelle une donnée lissée sur 7 jours. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble. Donc voilà, là on était sur la courbe du nombre de personnes hospitalisées avec un diagnostic Covid. Attention, enfin je veux dire, il y a aussi des personnes qui ont d'autres maladies, mais en plus ils ont été diagnostiqués Covid. Maintenant, les entrées en réanimation. Alors là aussi, il faut faire très attention. Quand on lit l'intitulé de cet indicateur, nous avons nombre quotidien de nouvelles admissions en réanimation, SR, SI, SC. Alors qu'est-ce que ça veut dire? SR, c'est les soins de réanimation, SI, c'est les soins intensifs, et SC, c'est le suivi continu. Donc, déjà, rien que sur cette information, on parle toujours des réanimations, mais en réalité, c'est le cumul de 3 services. Bon, voilà, faut le savoir. Et quand on regarde la synthèse, voilà, nous avons notre graphique qui ressemble à ça. Alors, moi, personnellement, ce que je fais, je ne vais pas pouvoir vous le montrer dans mon tableur parce que
Je ne sais pas pourquoi le logiciel là, que j'essaye pour faire ces vidéos ne me permet pas de partager mon traitement de texte. Mais ce que j'aime faire, moi, c'est de récupérer les données brutes, et de recréer des graphiques et de mettre en perspective plusieurs informations. C'est ce que je vais vous montrer après. Pour ce faire, je clique sur la petite roue comptée qui est en haut de chacun des graphiques, je clique sur Données, et là je me retrouve avec une liste de valeurs datées. Voilà. Donc là, si vous regardez, ça commence vers la mi-mai 2020, et la donnée la plus fraîche est du 30 janvier, le jour où je fais cette vidéo. Donc voilà. Avec ces données, il suffit de les récupérer dans un tableur, et ensuite vous pourrez faire toutes les courbes que vous souhaitez. Dernière courbe que je récupère, c'est les décès. Voilà. Donc nombre de quotidiens de décès avec diagnostic Covid-19. Attention, un diagnostic Covid-19, oui, c'est des personnes qui ont des traces de Covid et qui sont décédées avec des traces de Covid, mais il peut y avoir de la comorbidité. Bon, ça aussi, tout le monde le sait. Enfin, dans tous les cas, il y avait des traces de Covid. On va pas faire de polémique maintenant. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu d'autres graphiques que j'ai récupérés il n'y a pas longtemps sur un autre site qui s'appelle Réseau Aubépine, donc réseau-aubépine.fr. Là, vous allez pouvoir récupérer quelque chose de très intéressant, c'est les analyses des eaux usées. On a repéré que depuis quelque temps que dans les eaux usées, on pouvait observer la quantité de traces de Covid dans ces mêmes eaux, et donc du coup, ça permet d'anticiper aussi ce qui va se passer au niveau de la maladie. Alors, si je vais dans nos publications, hop, données ouvertes, voilà, tac, 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 et donc là, c'est par grande ville, je vais prendre, je sais pas, moi, Marseille, par exemple. Voilà. Donc là, bon, je vais aller sur le dernier graphique qui est intéressant, qui est sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et là, vous avez en jaune, ici, les périodes où on a un couvre-feu, en grisé, les périodes où on a un confinement, et vous voyez les montées, en fait. Les montées de traces de Covid. Donc, quand vous montez comme ça, vous regardez dans la montée, les décrochés, les périodes où ça décroche sont vraiment très petites. Et dès qu'on a un décroché un peu plus sérieux, bing, derrière suit une chute. Et à chaque fois, ça fait ça. Hein. Quand vous regardez dans toutes les régions, c'est toujours pareil. La montée, elle est vraiment presque linéaire. Il n'y a vraiment que des petits décrochés, mais vraiment minimes. Et dès qu'on arrive à un décroché un peu plus important, la tendance se tasse et change pour aller vers une tendance baissière, si on voulait parler comme des boursicoteurs. Et là, si vous regardez actuellement, on était en couvre-feu, et on a exactement la même chose en fait. Vous avez une montée, un tassement, et là, on commence à avoir des décrochés un peu plus sérieux. Donc je ne sais pas ce qui va arriver, mais il se pourrait que la tendance reparte à la baisse. Bon après, moi j'ai pas envie d'être dans la prédiction, j'aime bien analyser et regarder ces chiffres, mais je préfère... bon, on peut analyser des patterns dans le passé, mais une pattern du passé ne veut pas dire forcément que ça va forcément se passer de la même manière. Donc je préfère attendre, mais moi pour l'instant quand je vois ça, je me dis, je vois plus une tendance à rebaisser qu'à remonter. Laissons le temps faire les choses, on va éviter le côté Madame Soleil. Donc voilà, donc là, je vous ai montré plusieurs choses, donc des données de laboratoire, des données hospitalières, et maintenant des analyses des eaux usées. Donc voilà, 3 types d'informations intéressantes à analyser pour se faire son propre regard. Ce qui est important, c'est que là, on a pu regarder un petit peu, faire un état des lieux, sans avoir ouvert un article du Monde, du Figaro, ou je ne sais pas quel autre média de masse. Nous sommes allés chercher la donnée à la source. Après, on peut les comparer à ce que disent tous ces médias, mais au moins, on a une vue d'ensemble avec beaucoup de recul sur une période longue, et ça nous permet d'être un petit peu plus serein. Parce que est-ce qu'il n'y a rien de plus dangereux que cette dose d'anxiété qui nous est délivrée chaque journée? Je pense que ça aussi, ça peut créer de la maladie. Être dans un état d'anxiété, de ne pas pouvoir se projeter sur l'avenir, ça rend fou, quoi. Ce qui est important, c'est de pouvoir se projeter, d'être confiant, et de se dire que voilà, quoi, on est en train de traverser une période un peu compliquée,
mais qu'il y aura une sortie à cette période compliquée. Pas comme on nous dit, ah là là, ça sera plus jamais comme avant. Si, on veut que ça redevienne comme avant. On dirait que certains voudraient que ça ne redevienne pas comme avant. Même ces fous du World Economic Forum avec Schwab qui n'arrête pas de dire, oh là là, Covid, une opportunité pour changer tout, faire le grand reset. Non, il y a plein de gens, ils veulent pas d'un grand reset. Ce qu'ils veulent, eux, c'est retrouver une vie normale. Une vie normale, c'est-à-dire une vie comme avant, pas une vie comme eux le souhaitent, comme nous on avait avant. C'est-à-dire d'être libre, de pouvoir aller où on veut, de pouvoir respirer partout. Voilà quoi, c'est un souhait que tout le monde a. Donc maintenant, le chemin pour y arriver, je ne sais pas lequel il sera, mais j'espère vivement qu'on va sortir de cette anxiété globalisée et enfin, sortir de cette façon de penser, quoi. On a besoin d'avoir des projets, on a besoin d'être positif, il faut se réveiller, il faut arrêter d'être dans cette anxiété, il ne faut pas se laisser endormir. Voilà. Donc allez chercher vous-même vos chiffres. Moi, j'ai mon regard, hein, je ne suis pas épidémiologiste, donc si des gens sont plus pointus que moi sur ce sujet et qu'il y a des choses à dire sur ce que je viens d'évoquer, je suis preneur, enfin je suis comme tout le monde, je cherche l'information, je peux me tromper, je reste ouvert à toute discussion à partir du moment où elle reste constructive. Donc voilà. Donc pour terminer, je voulais vous montrer à quoi pouvaient ressembler des graphiques faits avec ces données que j'ai récupérées en brut sur le site de Géode. Voilà, je partage mon écran et je reprends la main. Pardon. Donc là, nous avons 4 graphiques. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est mettre en perspective deux types de graphiques. Je prends toujours le taux de positivité, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le pourcentage de cas positifs par rapport au nombre de personnes testées. Et là, je vais mettre 2 courbes. Donc la courbe des décès liés au Covid et la courbe du taux de positivité. Alors, nous avons un graphique avec en abscisse les dates, et j'ai une double ordonnée. Donc, à gauche, c'est le nombre de décès. À droite, on est sur le pourcentage de cas positifs sur le nombre de personnes testées. Donc, vous voyez, on est monté à presque 16%. C'est de la donnée lissée. Donc, ça veut dire que ces graphiques sont faits chaque jour. En fait, je prends la moyenne des 7 derniers jours. Maintenant, on a 2 échelles, donc ce qui permet de mettre des graphiques ensemble et de pouvoir trouver des concordances. Donc ce que vous voyez ici, c'est la première vague, et ce que vous voyez ici, c'est la seconde vague de décès, en rouge. Derrière, vous avez le taux de positivité, il commence plus tard, parce que pendant la première vague, nous n'avions pas de test PCR. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une similarité entre ces 2 courbes, toujours. Donc en fait, le taux de positivité précède toujours ce qui va se passer au niveau des décès. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté jusqu'à aujourd'hui. Donc je considère que c'est une pattern. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres cas, des choses que je n'ai pas vues par rapport à ça, mais ça semble fonctionner. Là, le test PCR, il y a beaucoup de discussions autour du nombre de cycles. Il faut savoir que le taux d'amplification, il y a un taux d'amplification qui est augmenté à chaque cycle, et on a vu que certains laboratoires allaient jusqu'à 50 cycles en France. Et beaucoup de spécialistes de par le monde s'accordent à dire qu'au-delà de 35 cycles, on décèle des quantités tellement infinitésimales du virus qu'on ne devrait même pas les prendre en compte. Donc bon, après, moi je laisse ça aux spécialistes. J'ai envie de vous dire, si cet indicateur est fait avec tout le temps la même méthodologie, si on oublie ce pourcentage, imaginons ce 16%, ça se trouve correspond à 10% ou 5%, j'en sais rien, de vrais positifs qui peuvent être dangereux pour eux-mêmes et contagieux pour les autres. Ce qui est important, en fait, c'est d'avoir la même méthodologie. Parce que tant qu'on conserve la même méthodologie, on a une courbe qui peut être analysée. Et après, on peut se moquer du pourcentage atteint. Ce qui est important, c'est la forme de la courbe. Donc on voit que en général, les décès, il y a 3, 4, 5 semaines de différence avec la courbe du taux de positivité. Donc c'est seulement en ayant mis ces 2 courbes en regard qu'on peut voir ça.
On a la même chose pour le nombre d'hospitalisations, sauf que le délai entre la courbe du taux de positivité et celle des hospitalisations est plus court. Pareil pour la réanimation à peu près. Donc on voit toujours que cette courbe du taux de positivité précède les hospitalisations et les décès. Donc ça reste intéressant. Et là, j'avais rajouté une dernière courbe. Bon, celle-ci n'est pas très à jour, mais c'est pas grave. Ça permet de voir jusqu'au mois de décembre. Du coup, nous voyons parfaitement ce gros pic énorme qu'il y a eu vers la mi-décembre de gens qui se sont fait tester avant de retrouver leur famille. Et on a vu cette chute du taux de positivité qui était liée à ce nombre de tests. Pourquoi ? Parce que énormément de personnes saines sont allées se tester, alors que d'habitude, il y a moins de personnes saines qui vont se tester, c'est plus des gens qui ont des doutes sur des symptômes qu'ils ont sur le moment. Donc on a plus de chances d'avoir des positifs. Là, vous avez vraiment plein de personnes qui n'avaient absolument aucun symptôme et qui sont allées se faire tester pour protéger leurs anciens ou les personnes de leur entourage dites fragiles. Voilà. Donc ici, nous avons un creux du taux de positivité qui est exagéré. Et donc du coup, une fois que ce nombre de tests impressionnant s'est arrêté et est revenu à la normale, le taux de positivité est remonté quasiment au même niveau qu'il avait quitté juste avant cette hausse. Et donc là, actuellement, il a remonté un tout petit peu, mais pas beaucoup. Donc voilà pour ces courbes. Donc vous voyez, rien qu'avec le site de Géode, en prenant un petit tableur Excel et en faisant 2-3 graphiques, pour peu qu'on sache utiliser 2-3 fonctions dans un tableur, on peut déjà analyser pas mal de choses avec peu de moyens. Et maintenant, hop, dernière courbe que je voulais vous présenter. Donc voilà, là c'était... Voilà, j'avais partagé aussi ce qu'on a vu donc sur le site Aubépine que je vous ai présenté précédemment, avec plusieurs régions. Donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, proche dans la région de Marseille, Île-de-France. Donc vous voyez, à chaque fois, on a la même chose. C'était descendu un grand coup, ça remontait un peu, mais là ça a tendance à se tasser. Donc est-ce qu'on est sur une inversion de tendance ? Affaire à suivre. Je pense que d'ici un mois, on y verra beaucoup plus clair. Pareil ici, Auvergne-Rhône-Alpes, donc dans la région de Lyon. Là, pareil, on voit qu'on a des bons décrochés sur la fin, donc on est sur le mois de janvier. Donc encore une fois, il va falloir attendre un petit peu et voir si c'est des tendances qui se confirment ou pas. Mais pour l'instant, moi j'aurais tendance à dire qu'on pourrait être sur une inversion de tendance et partir à la baisse. Ou alors, ça serait tout simplement une poursuite de cette baisse-là. Voilà. On va voir. Faut laisser un petit peu de temps. Hop, donc je vais fermer ça. Tac. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de faire la même démarche que moi. Ça se trouve, vous allez trouver des choses super intéressantes que je n'ai pas vues. Il y a énormément d'indicateurs, il y a énormément d'informations à croiser. Et on n'est pas trop nombreux pour essayer d'analyser ça et comparer ce qu'on a trouvé. Et je pense qu'on peut arriver à des choses super intéressantes. Donc, je vous invite à en faire de même. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt, les amis.